Merci, Monsieur le Président, mon cher maître professeur Abqari. Merci à tous les organisateurs de m'avoir invité à ce beau congrès et à parler sur une thématique dans le domaine des pathologies pédiatriques, les cholestases du nourrisson, qui est un domaine qui est complexe et largement diversifié sur le plan étiologique. On va essayer aujourd'hui de l'aborder d'une manière pratique en analysant ensemble certains cas cliniques. Alors, en guise d'introduction, qu'est-ce qu'une cholestase? Je n'ai rien à vous rajouter. C'est une diminution ou bien un arrêt du flux biliaire, soit par un problème obstructif à l'échelle des canaux biliaires, soit par un problème à l'échelle de l'hépatocyte qui implique la formation de la bile. Donc, c'est des pathologies qui sont relativement courantes, avec une incidence de 1 sur 2500 naissances, et en même temps complexes en raison de la grande variété des étiologies et surtout la gravité du pronostic. On sait que la plupart des maladies cholestatiques évoluent vers un stade cirrhotique, avec nécessité de la greffe hépatique qui a aujourd'hui bouleversé le pronostic de ces maladies, en offrant une survie à 10 ans qui avoisine les 80%. Donc, espérons bien la développer aussi dans notre contexte. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien faire un petit rappel sur la physiologie biliaire, une notion que vous connaissez très bien. Donc, les acides biliaires. Alors, les acides biliaires qui représentent un composé essentiel de la bile et aussi c'est un moteur principal de cette sécrétion biliaire. Ils sont produits à l'échelle de l'hépatocyte, essentiellement à partir du cholestérol, puis ils vont couler le long de l'arbre biliaire pour arriver au niveau du tube digestif, où ils vont exercer l'effet majeur, c'est l'effet d'émulsification des gouttelettes lipidiques permettant la formation des micelles. Et comme vous voyez, c'est des agrégats sphéroïdes avec à l'extérieur une membrane hydrophile qui va leur permettre d'être facilement réabsorbés au niveau du jéjunum. Et puis, arrivés au niveau de l'ilion, ils vont être réabsorbés grâce à ce transporteur, c'est l'ASBT, c'est un nom en anglais, c'est Apical Sodium Biliary Transporter, qui va permettre une réabsorption massive des acides biliaires. Et puis, la majorité des acides biliaires vont revenir au foie par le débit porte. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du foie? Ça, c'est une vision microscopique. Donc, les acides biliaires vont être liés à ce fameux récepteur FXIR. C'est un récepteur nucléaire qui va stopper la voie de synthèse et en même temps, il va activer le transport de ces acides biliaires. Donc, par l'activation de la protéine essentielle qui assure le transport biliaire, c'est la BSEP, c'est la Bile Salt Export Protein, qui permet d'exporter la bile de l'hépatocyte vers le canalicule. Alors ça, en gros, ce qu'on appelle le cycle entérohépatique. C'est un système économique qui va permettre de maintenir un pool confiné des acides biliaires pour éviter tout excès nocif. Car vous connaissez très bien que les acides biliaires sont des molécules détergentes pour l'hépatocyte. Alors, ça, c'est le pourcentage qui reste. Donc, transformation par le microbiote intestinal, retour au foie, et puis 4% éliminés par les matières fécales. Donc, on a vu comment ça se passe dans les conditions physiologiques. Maintenant, quels sont les mécanismes pouvant entraver ce débit biliaire, contribuant ainsi à la cholestase? On a deux principaux mécanismes. On a soit les mécanismes obstructifs qui vont gêner cette bile à s'écouler, et c'est le cas quand on a un calcul, un kyste, une compression extrinsèque, qu'on différencie bien des mécanismes intracellulaires qui sont impliqués dans la formation et le transport de la bile, définissant ainsi les cholestases intrahépatiques. Alors, quelles conséquences on va avoir? Donc, premièrement, la bile va être absente au niveau du tube digestif et on aura une malabsorption des lipides. Alors, avec un déficit énergétique important. Puis, dans le même sens, on aura une malabsorption des vitamines liposolubles avec toutes les conséquences que vous connaissez. Donc, essentiellement, le risque hémorragique par la malabsorption de la vitamine K, aussi d'autres risques, troubles visuels par la vitamine A. Donc, et puis, les éléments de la bile vont refluer dans le sang, ils vont nous donner cet ictère à bilirubine conjuguée, le prurite par dépôt des sels biliaires au niveau de la peau et une hypercholestérolémie qui est parfois très importante. Alors, passons au cas clinique pour bien illustrer les mécanismes impliqués dans les cholestases. D'accord.
Alors, commençons par le premier cas clinique et ça concerne l'enfant Salahdine, âgé de 2 mois et demi et qui est admis pour, j'aimerais bien que ça soit interactif, ictère avec des selles blanchâtres évoluant d'une manière permanente depuis 7 jours de vie. Alors, pour les parents, ils ont banalisé le symptôme des selles blanchâtres et ils l'ont corrélé à la prise du lait artificiel qui a été instaurée la première semaine de vie. Alors, à l'interrogatoire, il n'y avait pas de consanguinité, la grossesse était mal suivie, il n'y avait pas d'incident au cours de l'accouchement et on ne note pas la présence d'une hépatopathie familiale. Alors, quel renseignement clinique on va chercher pour l'orientation étiologique, à votre avis? Qu'est-ce que vous allez chercher à l'étape clinique? Alors, par contrainte de temps, on passe. Donc, cliniquement, on avait une hépatomégalie dure de 9 cm et pour les éléments négatifs, il n'y avait pas de splénomégalie, pas d'acide, pas de dysmorphie faciale, pas de signe hémorragique. C'est un signe de gravité. On a vu la malabsorption de la vitamine K. Auscultation cardiaque strictement normale et une croissance qui est parfaite. Ça, c'est les éléments négatifs. Donc, on va voir en détail l'intérêt de chaque élément au fur et à mesure passer les cas cliniques. Alors, à quoi penser? L'atrésie des voies biliaires, oui, c'est une urgence. Quoi d'autre? Syndrome d'Alagille. Sachant qu'il n'y a pas de dysmorphie faciale typique, il n'y a pas le visage triangulaire avec les yeux enfoncés. Oui? Déficit en alpha 1, effectivement, ça peut donner aussi des selles blanchâtres. Donc, on passe. Alors, tout d'abord, quels sont les éléments sur lesquels on se base sur le plan pratique pour orienter l'étiologie face à une cholestase? Un élément important est la coloration des selles. Alors, des selles blanchâtres, ça va suggérer que l'obstruction elle est complète de cette sécrétion biliaire. Alors, et c'est le cas de la cholestase extrahépatique, donc en tête de liste, l'atrésie des voies biliaires qui va nous donner une obstruction complète, à la fois des voies biliaires intra- et extrahépatiques, aussi les autres types d'obstructions comme le kyste du cholédoque, la lithiase de la voie biliaire principale. Alors, en revanche, quand les selles sont beiges à jaune pâle, ça oriente souvent vers une obstruction qui est partielle. Et c'est le cas des cholestases intrahépatiques qui sont impliquées dans la formation de la bile. Alors aussi, on peut évoquer aussi quelques formes qu'on va les détailler par la suite de l'atrésie des voies biliaires. Alors, deuxième élément à évaluer aussi est la consistance de l'hépatomégalie. Donc, un foie dur à la palpation, ça oriente vers l'obstruction extrahépatique. Quand cette consistance elle est molle, ça oriente vers les problèmes intrahépatiques. Alors, si on revient à notre cas, Salahdine, elle avait une cholestase, comment? Complète, effectivement, on était orienté vers la cholestase extrahépatique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire comme bilan? Premier bilan à demander, l'échographie hépatique, tout à fait. Mais en attendant qu'on la fasse selon les conditions d'art, après, vitamine K, effectivement, tout à fait, il faut injecter la vitamine K pour éviter. Ben, effectivement, tout à fait. Celle blanchâtre et celle beige, c'est très important. Effectivement, qu'on vient de signaler, professeur Bousfeha, c'est le premier geste qu'on a pris et qu'on apprend aux étudiants, c'est il faut séparer les urines des selles pour voir la couleur réelle des selles. Donc, en attendant qu'on fasse une échographie, comme je disais, selon les conditions d'art, on a fait un bilan biologique comportant un bilan de cholestase. Donc, bilirubine totale augmenté à 132. Après dominance conjuguée, la conjuguée était à 100 micromoles par litre. Donc, ça dépasse largement les 20% total et c'est la définition de la cholestase biologique. Les gamma-GT élevés, phosphatase alcaline aussi élevée. Dès qu'on a établi également un bilan de retentissement, les transaminases étaient élevées, soit 8 fois la normale. Donc, hypercholestérolémie à 2,8 grammes. TP initial, effectivement, 30%, qui a augmenté à 70%. Donc, ce geste, ça permet de nous écarter de la situation à risque d'insuffisance hépatocellulaire. Alors, et puis, on a demandé les sérologies face à cette élévation quand même importante des transaminases, dont la CMV est revenue positif. Est-ce que vous êtes orienté? Est-ce qu'il faut quand même faire l'échographie? Effectivement, l'échographie a démontré un kyste hilaire sans dilatation des voies biliaires. Est-ce que vous êtes orienté à cette étape? Kyste hilaire sans dilatation des voies biliaires. La PCR-CMV était légèrement élevée. Oui, c'est un ictère cholestatique à bilirubine.
Un kyste hilaire. Effectivement, tout à fait, tout à fait. Donc, le diagnostic est celui d'une atrésie des voies biliaires. Alors, pourquoi? Parce que ça correspond au type de la classification anatomique. Là, on va trouver un kyste hilaire communiquant avec des voies biliaires dystrophiques. Certes, la forme la plus fréquente que vous connaissez très bien, c'est le type 4. C'est là on a une obstruction complète intra- et extra-hépatique, mais qui va nous donner un tableau de cholestase complète avec des selles blanchâtres, mais il y a aussi d'autres formes où cette atrésie va être limitée à un segment dans les voies biliaires. D'accord? Il va nous donner la possibilité que la cholestase soit partielle. Donc, devant tout ictère cholestatique qui s'installe précocement, que ce soit complet ou bien partiel, il faut évoquer l'éventualité d'une atrésie des voies biliaires. Donc, ce cas a comme message de rappeler les autres formes d'atrésie des voies biliaires et aussi un autre message qu'il ne faut pas conclure rapidement à une hépatite A-C-V. On va voir pourquoi. Alors, un petit rappel sur l'atrésie des voies biliaires qui représente une cause importante des cholestases néonatales. Il s'agit d'une oblitération acquise des voies biliaires par une destruction fibro-inflammatoire qui touche la totalité de la voie biliaire. Donc, le mécanisme est inconnu. Ça implique des facteurs génétiques, des facteurs génétiques environnementaux et également des facteurs infectieux, notamment l'infection ACMV qui a été largement démontrée par des méta-analyses qui ont démontré une prévalence élevée de l'infection chez les enfants porteurs d'atrésie des voies biliaires. Donc, le message, c'est qu'il ne faut pas conclure rapidement à cette hépatite ACMV. Donc, sans traitement, le décès souvent survient suite aux complications de la cirrhose biliaire. Donc, l'échographie nous permet souvent d'orienter le diagnostic en démontrant cet aspect de vésicule irrégulière qui se vide pas après les biberons par obstruction biliaire. Alors, on a aussi ce fameux signe triangulaire corde, qui correspond à un état de fibrose avancée au niveau du hile, un petit kyste dans le hile hépatique, mais sans dilatation des voies biliaires. C'est un signe, ça ce qu'on a vu tout à l'heure. Et puis on a aussi le signe de polysplénie, de rate multiples, qui est souvent associé à d'autres anomalies vasculaires et qui définit l'atrésie des voies biliaires syndromique qui est de mauvais pronostic. Alors cependant, l'échographie peut être strictement normale et ça élimine pas l'éventualité de l'atrésie des voies biliaires et le diagnostic, ça s'élimine par la cholangiographie péropératoire qui va démontrer l'absence de communication entre la bile et le tube digestif. Donc, l'atrésie des voies biliaires nécessite une intervention urgente, c'est l'intervention de Kasai, qui repose sur le pari que les voies biliaires sont moins lésées et du coup, on va les dériver au niveau du hile par l'intermédiaire d'une anse digestive. Alors, un élément important, très important, sur lequel on peut jouer un rôle, c'est la précocité de la réalisation de cette intervention. Alors, car cela peut sauver 22% des enfants peuvent survivre jusqu'à l'âge de 30 ans avec leur foi native. Et par conséquent, leur donner un espoir. Malheureusement, on continue toujours à voir des cas avancés avec nécessité de la transplantation hépatique d'emblée. Alors donc le message ici, quelle que soit la forme de l'ictère qui s'installe précocement, ictère cholestatique partiel au total, il faut penser à l'éventualité de l'atrésie des voies biliaires. Donc, passons au deuxième cas clinique. Alors, Safwan, âgé de 19 mois, à cette fois-ci, donc ictère avec des selles blanchâtres, et cette fois-ci, ça s'installe un peu tardivement, à l'âge de 18 mois, dans un contexte de fièvre. Donc, les antécédents, rien de particulier. Et cliniquement, on trouve une hépatomégalie isolée, sans splénomégalie, il n'y a pas de dysmorphie faciale, il n'y a pas d'élément de gravité type syndrome œdémateux ou syndrome hémorragique. Alors, à quoi penser? Tableau de cholestase complète, selle blanchâtre, apparu à l'âge de 18 mois dans un contexte de fièvre. Hépatite virale, on va voir. Hépatite virale, mais la cholestase ici est complète. On a des selles blanchâtres. Effectivement, ça ce qu'on a évoqué en premier, l'origine. Effectivement, tout à fait. La cholestase extra-hépatique,
Donc voilà, soit un kyste de cholédoque qui représente la cause majeure de la cholestase extra-hépatique, compliquée de cholangite puisqu'il y a un contexte de fièvre, soit une lithiase biliaire compliquée aussi d'angiocolite vu ce contexte de fièvre. Alors en deuxième intention et sans grande conviction, on a évoqué les cholestases intra-hépatiques puisque la cholestase était complète et pas partielle. Donc essentiellement les hépatites virales, CMV, EBV, parvovirus ou bien une infection urinaire simple. Oui, l'hépatite aussi A, c'est évocable, oui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? L'échographie. Donc, l'échographie a démontré une importante dilatation de la voie biliaire principale. Est-ce que vous êtes orienté maintenant? Voilà, ça évoque un obstacle extra-hépatique. Donc, on a complété par bilan biologique qui a été marqué par une cholestase à gamma-GT très élevée, signifiant qu'il y a une obstruction biliaire importante. Donc, comme bilan de retentissement, les transaminases n'étaient pas élevées. Le TP était à 80% après une dose de la vitamine K et la CRP était élevée, renforçant l'hypothèse de cholangite bactérienne. Donc, quel bilan vous allez demander pour confirmer l'origine de cet obstacle, qui peut être soit lithiase, soit un kyste de cholédoque? Une IRM, tout à fait. En attendant qu'on fasse la bile-IRM, donc le patient il a commencé à présenter des crises de pleurs incessants et puis il a intensifié son ictère. Plus cet obstacle extra-hépatique, donc à quoi penser? Les crises de pleurs, c'est un signe de douleur. L'invagination, non. L'angiocolite, ça peut engendrer des pleurs, mais quel est le problème ici? On a une obstruction biliaire. Quel risque? Hein? Oui, il faut penser à la perforation. Une pancréatite, tout à fait. C'était une pancréatite qui a été confirmée par la biologie, mais également par la bile-IRM qui a pu démontrer le type d'obstacle, type dilatation congénitale de la voie biliaire, aussi nommé un kyste de cholédoque, avec des signes de pancréatite avancée. Donc, qu'est-ce qu'une dilatation congénitale? C'est l'obstruction, c'est une pancréatite obstructive. Et aussi migration, les deux choses, mécanisme obstructif parce qu'on a trouvé aussi des lithiases. Oui, c'est ça, effectivement. Donc, qu'est-ce qu'une dilatation congénitale, aussi nommée un kyste du cholédoque? C'est une des causes les plus fréquentes des cholestases extra-hépatiques. Alors, à quoi elle est due? C'est une anomalie de jonction du canal Wirsing et canal de cholédoque avec un diamètre important dépassant 1,5 cm, ce qui va favoriser un reflux du suc pancréatique et par conséquent une dilatation importante de la voie biliaire principale. Donc, quand faut-il évoquer devant une cholestase souvent complète chez le nourrisson? Exceptionnellement, on peut avoir une tuméfaction palpable de l'hippocampe droit et c'est l'apanage du grand enfant et peut aussi être découverte à l'occasion des complications, comme on vient de voir. La cholangite bactérienne, il y a le risque de lithiase. Elle peut faire le lit d'une dysplasie épithéliale type adénocarcinome des voies biliaires. Donc, le traitement, ça consiste à une chirurgie d'exérèse. Donc, passons au troisième cas clinique, Ilyes âgé de 20 mois, qui vient pour un ictère, mais cette fois-ci, les selles sont beiges, évoluant par une intermittence. Donc, il y avait un intervalle libre de 5 à 6 jours. Donc, issue d'un mariage consanguin premier degré, elle a une sœur qui est décédée à l'âge de 4 ans par un tableau hémorragique avec une histoire d'ictère chronique. Il n'y avait pas de documents prouvant le suivi médical. Alors, cliniquement, cette fois-ci, on a une hépatomégalie d'allure molle. Et pour les éléments négatifs, il n'y avait pas de splénomégalie, pas de souffle cardiaque, pas de syndrome hémorragique ni neurologique, signalant qu'il y a une gravité, et une mauvaise croissance pondérale. Alors, à quoi penser? Alors, pour résumer, c'est un tableau de cholestase partiel et intermittent, contexte de consanguinité, un antécédent alarmant de décès chez la sœur, et cliniquement hépatomégalie molle. Alors, à quoi penser? Tyrosinémie, oui, tout à fait, une maladie métabolique, vu les antécédents chargés. Et aussi le contexte de consanguinité. Quoi d'autre? Effectivement, oui, maladie métabolique, tout à fait. Quoi d'autre?
Alors, on passe. Effectivement, on a évoqué la cholestase intrahépatique d'origine génétique. Donc, on a évoqué l'éventualité d'une mycoviscidose, étant donné la consanguinité qui peut se manifester par un tableau de cholestase isolé, qui est souvent associé dans 50% à un ileus méconial. Alors, c'était pas le cas. Un syndrome d'Alagille, mais il n'y avait pas de dysmorphie typique faciale, type visage triangulaire, des yeux enfoncés et un front bombé. Donc, maladie métabolique, oui, parce qu'il y a des antécédents chargés, il y a le contexte de consanguinité, tout à fait, et autres désordres génétiques, type cholestase intrahépatique familiale, ou bien un déficit en acide biliaire. Parce que les selles, ils étaient partiellement décolorés. Beige, oui, beige. Oui, partiellement décolorés, effectivement. Il y avait le contexte... Beige, mais c'était beige. Il y a toute une classification à les selles. Il y a toute une classification qui va du jaune foncé jusqu'à... Mais... Ça, les cholestases complètes, mais partielles, oui. C'est beige. Hein. Tout à fait. Partiel, c'est beige ou bien jaune pâle. C'est la classification. Hein. Oui. C'est le... on va y revenir. Si vous suivez Kain l'Atlas. Ça existe. Donc j'avance. L'échographie n'a pas montré grand-chose, pas de dilatation des voies biliaires, c'est le premier signe qu'on cherche. Alors pour le bilan de cholestase, la bilirubine totale était augmentée à 127 après dominance conjuguée, confirmant la cholestase. Hypercholestérolémie modérée à 2 grammes par litre, une activité de gamma-GT normale, phosphatase alcaline élevée et une élévation légère des transaminases, un taux d'albumine et un TP correct. Alors, est-ce que vous êtes orienté à cette étape-là? L'élément. Pour conforter ce que tu as dit, le gamma GT normal. Oui. Ils sont à 15, normal. Tout à fait. Ben, on va voir. Alors, quel est l'élément qui vous apparaît anormalement normal? Qu'on vient de dire, Monsieur Abkari. Gamma GT normal. Donc, on est devant quoi? On est devant une cholestase à gamma GT normal. Et ça, 2 éléments importants à évaluer devant ce type de cholestase. Le taux des acides biliaires et la présence ou non de prurite. Alors, si le taux des acides biliaires est diminué en absence de prurite, on est orienté vers le déficit en acides biliaires, qui est un trouble héréditaire qui touche la voie de synthèse des acides biliaires. C'est une maladie qui est curable, il y a un traitement actuel, mais il faut évoquer parce qu'il peut se manifester, il peut évoquer devant une cholestase d'installation précoce qui risque d'aggraver et donner un tableau d'insuffisance hépatocellulaire. Donc le diagnostic, on le fait par l'analyse des acides biliaires urinaires qui va montrer l'absence des acides biliaires primitifs. Alors, si on a un taux des acides biliaires élevé et en présence de prurite, cette fois-ci, on est orienté vers les cholestases progressives familiales. Il y a aussi d'autres mutations génétiques, mais qui sont rares. Alors, revenons à notre cas. On a dosé les acides biliaires qui étaient très élevés, dépassant 40 fois la normale, plus ce contexte de cholestase à gamma GT normale. Donc, à quoi penser? Une cholestase progressive familiale, donc on a éliminé immédiatement le déficit en acide biliaire. Donc, et on a pu faire le diagnostic de typer le type 2 qui a été confirmé par le séquençage génétique ciblé. Alors, qu'est-ce qu'une cholestase progressive familiale? C'est un trouble héréditaire qui sont dus à des mutations qui codent les protéines qui transportent la bile. D'accord. Ici, les acides biliaires, ils sont formés à l'échelle de l'hépatocyte. Donc, pour se diriger vers le canalicule, ils ont besoin de ces protéines transportrices. Essentiellement, la protéine qui transporte la bile, et on a détaillé quand on a parlé de la physiologie, c'est la BSEP. Ça permet d'exporter les acides biliaires vers le canal biliaire. Donc, les cholestases progressives familiales, ils sont dues à un dysfonctionnement de ces protéines. Et du coup, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une accumulation des essais biliaires au niveau de l'hépatocyte qui va être responsable de cette cholestase. Donc, quand faut-il évoquer? Il y a plusieurs types. Il y a de 1 jusqu'à 12. Les plus fréquents, c'est le type 1, 2 et 3. Donc, pour le type 1 et 2, c'est marqué par un début néonatal. Le type d'ictère, il est cholestatique, mais partiel,
et avec un rythme récurrent. On a un prurite important parce qu'on a une régurgitation importante des acides biliaires. L'échographie, elle montre rien. L'évolution se fait habituellement vers l'insuffisance hépatocellulaire. Alors, juste quelques différences entre le type 2 et le type 1. Le type 2, c'est fréquent et l'évolution est agressive vers l'insuffisance hépatocellulaire avec même un risque d'hépatocarcinome durant la première année de vie. Donc, le type 1, on peut avoir une atteinte extrahépatique, atteinte pancréatique ou bien une atteinte de l'oreille interne parce que la protéine causée est ubiquitaire. Donc, pour le type 3, il se marque par un début qui est tardif et il se déclare souvent au stade d'insuffisance hépatocellulaire. Donc, l'activité de la gamma-GT dans ce type, elle est élevée. Le traitement de référence de ces trois types reste la transplantation hépatique. Alors ça, c'est un tableau qui reflète notre expérience au service à propos de ces maladies. Donc, on a 8 cas confirmés génétiquement. Le type le plus fréquent est le type 2. Donc, un élément en commun, c'est l'âge de début, qui est souvent la première année de vie, à l'exception du type 3 qui s'est révélé à l'âge de 6 ans. Un autre point en commun, c'est le type de cholestase. C'est une cholestase partielle et récurrente. Donc, l'activité de la gamma-GT, elle est normale chez la plupart, à l'exception du type 3 et type 9. Juste une précision concernant le type 9, elle est due à une mutation qui est récemment décrite, qui est impliquée dans le dysfonctionnement du trafic normal de la protéine qui transporte la bile. Donc, ça a concerné un petit nourrisson qui était admis pour une cholestase à gamma-GT élevée. On a vraiment fait une évaluation exhaustive de toutes les étiologies de la cholestase. On a pu éliminer les problèmes obstructifs, les autres problèmes courants, comme mucoviscidose, comme syndrome Alagille, et on a pu porter le diagnostic grâce à la génétique. Donc, une démarche pratique face à une cholestase, un algorithme qui regroupe ce qu'on a vu. Donc, cholestase, premier examen à faire, une échographie abdominale. Donc, l'élément important qu'on cherche, une dilatation de la voie biliaire. En présence de cette dilatation, on est facilement orienté vers les cholestases extrahépatiques d'origine obstructive. Donc, et le type d'obstacle, on va le confirmer par la bilirème. En absence de dilatation des voies biliaires, donc, on va se baser essentiellement sur le taux de la gamma-GT. Un taux de gamma-GT élevé, il faut éliminer rapidement 3 étiologies. Syndrome d'Alagille. On est facilement orienté vers la c'est un syndrome qui regroupe beaucoup d'éléments. On a la dysmorphie faciale, aspect triangulaire, l'atteinte cardiaque, essentiellement la sténose de l'artère pulmonaire, l'atteinte rachidienne, une malformation des vertèbres. Puis la mucoviscidose qui peut aussi engendrer une cholestase néonatale qui est souvent associée à un ileus méconial. Et en troisième, le déficit en alpha-antitrypsine qui va donner un tableau qui simule l'atrésie des voies biliaires. On peut facilement orienter le diagnostic par l'absence du pic 1 alpha-1 antitrypsine par l'électrophorèse des protides. Donc, après avoir éliminé ces 3 étiologies rapidement, en quelques jours, on adresse le patient à une équipe de référence en chirurgie pour la cholangiographie péropératoire qui va permettre d'éliminer ou confirmer l'atrésie des voies biliaires. Et enfin, on va faire en même temps une biopsie hépatique pour voir est-ce qu'il y a une cholangite sclérosante. C'est une inflammation diffuse des voies biliaires. C'est pratiquement comme le tableau d'atrésie des voies biliaires, mais ça reste rare. Donc, en revanche, quand on a une activité de gamma-GT strictement normale, et ça, il faut se baser sur le taux des acides biliaires et la présence ou non de prurite. Les acides biliaires augmentés, on est orienté vers les cholestases progressives familiales. Si les acides biliaires sont diminués, on est facilement orienté vers le déficit en acides biliaires. Donc, on a vu différentes étiologies, les étiologies courantes en matière de cholestase. Maintenant, rapidement, prise en charge. Il ne faut pas oublier la supplémentation des vitamines liposolubles. 3 minutes, plus. Tu as dépassé le temps. Il faut faire vite, rapidement. Donc, le prurite, qui est un symptôme qui est gênant, toujours des mesures générales en association avec l'acide urso. Rifampicine, c'est un bon traitement. Actuellement, on a des nouvelles molécules, les inhibiteurs d'ASBT. Le principe, c'est bloquer le récepteur d'ASBT et interrompre le cycle entérohépatique. C'est des molécules
C'est des molécules qui ont démontré une efficacité large en matière des cholestases chroniques, surtout la PFIC, les cholestases progressives familiales, en faisant une réduction significative du prurite et l'amélioration des tests hépatiques. Alors, la transplantation hépatique reste le dernier traitement en cas de cirrhose compliquée. Donc, je finis par dire, les cholestases, ça reste une urgence diagnostique et thérapeutique. Le pronostic dépend étroitement de la précocité de la prise en charge. La hantise est de passer à côté d'une atrésie des voies biliaires. Il y a un intérêt majeur de la sensibilisation en se basant essentiellement sur l'échelle colorimétrique pour sensibiliser surtout les jeunes mamans sur la coloration anormale. Et les inhibiteurs d'ASBT offrent un nouveau espoir pour les cholestases chroniques. Je vous remercie.